CBS News. The questions are mine, and I have not shared them with the candidates or their aides. The audience has taken a vow of silence. Et alors Z, le public devra maintenir le silence, ne pas réagir, sauf maintenant pour accueillir le président Barack Obama et le gouverneur Mitt Romney. Messieurs, vos campagnes ont accepté certaines règles très simples. La soirée sera divisée en segments. Je poserai une question au début de chaque segment et vous aurez chacun 2 minutes pour répondre. Et ensuite, nous aurons une discussion générale avant de passer à la question suivante. Le débat de ce soir se tient à l'occasion du 50e anniversaire de la soirée où le président Kennedy a annoncé au monde que l'Union soviétique avait des missiles à Cuba. Donc c'est un rappel salutaire des responsabilités des événements imprévus et qui parfois posent des menaces à la sécurité. Le premier segment sera dédié au changement au Moyen-Orient et le terrorisme. Il y aura 2 segments, donc vous aurez 2 questions. La première question concerne la Libye, la controverse au sujet de la mort de 4 Américains, dont l'ambassadeur des États-Unis au Libye. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les causes de cet incident? Est-ce qu'il y a eu un échec de la part du renseignement ou est-ce que c'était un échec de la politique? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de ne pas dire la vérité? Le gouverneur Romney, vous avez dit que c'est l'exemple de l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient. J'aimerais que vous partagiez vos pensées avec nous. Le gouverneur Romney d'abord. Merci Bob, merci d'avoir accepté de modérer ce débat ce soir. Merci à l'Université de Lynn pour nous accueillir ici. Et Monsieur le Président, c'est bien d'être avec vous encore une fois. Nous étions dans un événement un petit peu plus humoristique précédemment et ce sera peut-être drôle aussi cette fois-ci, mais sans le vouloir. Bon, c'est véritablement quelque chose qui est une grande inquiétude pour le monde entier et pour l'Amérique principalement, de voir un changement total dans la structure et dans l'environnement du Moyen-Orient. Avec le printemps arabe, il y a eu beaucoup d'espoir qu'il y aurait un changement vers plus de modération, une occasion pour une plus grande participation des femmes dans la vie publique et dans la vie économique au Moyen-Orient, mais à la place, on a vu nation après nation, État après État, des choses vraiment étonnantes. On voit en Syrie, des milliers de gens ont été tués par les militaires, 30 000, on a vu la Libye, une attaque. Apparemment, on sait maintenant par des terroristes contre nos gens, 4 morts. Vraiment, nous avons beaucoup de regrets vis-à-vis des familles des gens qui sont décédés. Nous avons un président des frères musulmans en Égypte. Il y a véritablement une aversion des espoirs que nous avions pour la région. Et le plus grand problème, c'est l'Iran, et qui chaque année est de plus en plus près vers l'arme atomique. Il faut reconnaître que, vous savez, il a véritablement été, après Ben Laden, mais on ne peut pas tuer les gens pour s'en sortir. Il faut mettre en place une stratégie globale pour aider le monde de l'islam et d'autres parties du monde à rejeter cet extrémisme violent. C'est certainement pas ce qu'on fait en ce moment. Ça ne se cache pas. C'est un groupe qui maintenant est impliqué dans 10 ou 12 pays et qui présente une menace énorme à nos amis, au monde, pour l'Amérique à long terme. Et il faut avoir une stratégie globale pour aider à rejeter ce type d'extrémisme. Monsieur le Président. En tant que commandeur-chef
des armées, je dois assurer la sécurité du peuple américain. C'est ce à quoi nous employons depuis 4 ans. Nous avons mis fin à la guerre en Irak, nous avons mis l'accent sur ceux qui nous ont tués le 11 septembre. En conséquence, le leadership de Al-Qaïda a été décimé. Aujourd'hui, nous pouvons mener la transition pour sortir d'Afghanistan de manière responsable en nous assurant que les Afghans peuvent assumer la responsabilité de leur propre sécurité. Et cela nous permet également de reconstruire des alliances et de nouer des amitiés partout dans le monde pour combattre des menaces futures. S'agissant de la Libye, comme je l'ai dit lors du dernier débat, lorsque nous avons reçu cet appel téléphonique, j'ai immédiatement fait en sorte que nous puissions faire tout en notre pouvoir pour assurer la sécurité des Américains sur place. Ensuite, nous allons mener une enquête, c'est ce que j'ai dit, et que nous allons ensuite poursuivre ceux qui ont tué des Américains, que nous allons les remettre à la justice. C'est ce que nous allons faire. Mais revenons un petit peu en arrière sur les événements de la Libye. Sachez que moi et les Américains, nous avons pris un poste de commandement, de leadership en organisant une coalition internationale pour s'assurer que nous puissions, sans mettre de troupes au sol et en dépensant moins d'argent qu'en 15 jours en Irak, qu'un pays sous le joug de la dictature depuis 40 ans puisse se débarrasser d'un tyran qui avait tué des Américains. Et malgré cette tragédie, il y a eu des dizaines de milliers de Libyens, après les événements de Benghazi, qui ont proclamé que l'Amérique est le pays ami. Nous sommes aux côtés des États-Unis. Voilà une opportunité qu'il faut saisir. Gouverneur Romney, je suis ravi que vous soyez d'accord pour dire que nous avons, avec succès, poursuivi Al-Qaïda. Mais je dois vous dire que votre stratégie, jusqu'à présent, en réalité, n'est vouée à l'échec. Elle n'est pas vouée à assurer la sécurité des Américains, où que ce soit. Ma stratégie est très claire, c'est de poursuivre les mauvais et de savoir qu'on fait de notre mieux pour les empêcher de tuer. Il faut les tuer eux, il faut les faire sortir de l'image. Mais ma stratégie est beaucoup plus vaste que celle-là. C'est important, bien entendu. Mais la clé, ce qu'il faut poursuivre, c'est faire en sorte que le monde musulman rejette l'extrémisme. On ne veut pas un nouvel Irak, on ne veut pas un nouvel Afghanistan. La bonne voie pour nous, c'est savoir qu'on poursuit les gens qui sont les dirigeants de ces groupes anti-américains, de ces djihadistes, mais aussi aider le monde musulman. Et comment le faire? Il y a un groupe d'universitaires arabes organisé par les Nations Unies qui s'inquiète de savoir comment on peut aider le monde musulman à rejeter ces terroristes. Et leur réponse, c'était un développement économique. Il faut aider, soutenir l'aide économique, investir. Avec nos amis, il faut se coordonner pour repousser ces gens-là et leur donner une meilleure éducation, avec une meilleure égalité des genres, véritablement amener le règne de la loi. Il faut que ces pays puissent créer des sociétés civiles. Ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'on a regardé ce tumulte au Moyen-Orient, cette vague de chaos grandissante. On a vu Al-Qaïda qui s'y précipitait, d'autres groupes de djihadistes qui s'y précipitaient. Et ils sont à travers beaucoup de nations du Moyen-Orient. C'est merveilleux que la Libye fasse quelques progrès en dépit de cette tragédie horrible. Mais à côté, il y a l'Égypte. La Libye a 6 millions et l'Égypte 80 millions d'habitants. On veut s'assurer qu'on voit du progrès au Moyen-Orient. Et on a vu que la Syrie a maintenant, avec Assad, qui assassine son propre peuple. C'est une région. Et l'Iran, bien entendu, en route vers une arme nucléaire. On abordera cette question. Donnons la parole au président. Gouverneur Romney, vous reconnaissez qu'Al-Qaïda était une menace, parce qu'il y a quelques mois, lorsqu'on vous a demandé quelle est la plus grande menace géopolitique face à l'Amérique, vous avez dit la Russie. Pas Al-Qaïda, la Russie, avez-vous dit. Donc, on n'est plus dans les années 80, parce que la guerre froide n'est plus de mise, et ce depuis 20 ans. Mais, gouverneur Romney, s'agissant de notre politique étrangère, vous voulez importer la politique étrangère des années 80, comme les politiques sociales des années 50 et les politiques économiques des années 20. Vous dites que vous ne vous intéressez pas à répliquer ce qui s'est passé en Irak, mais il y a quelques semaines, vous avez dit que vous pensiez qu'il fallait plus de troupes
troupes engagées en Irak. Et le défi qui est le nôtre, je sais que vous n'êtes pas à même de mener une politique étrangère, mais à chaque fois que vous avez proposé une opinion, vous vous êtes trompé. Vous avez dit on aurait dû aller en Irak, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'armes de destruction massive. Vous avez dit qu'il faudrait avoir des militaires sur place en Irak, encore aujourd'hui. Vous nous avez dit que nous ne devrions pas signer des traités nucléaires avec la Russie, bien que les républicains et les sénateurs aient voté pour cela. Vous avez dit que, tout d'abord, il ne faut pas fixer de date limite en Afghanistan. Ensuite, vous avez changé d'avis. Maintenant, vous dites peut-être, ou alors cela dépend. Autrement dit, vous vous êtes trompé, mais en plus, vous êtes hésitant. Et donc, les signaux que vous envoyez sont des signaux ambivalents et ambigus. Ce que nous devons faire pour le Moyen-Orient, c'est apporter un leadership fort et stable, pas du tout quelque chose qui soit chaotique. Mais malheureusement, c'est le genre d'opinion que vous avez exprimé lors de la campagne. Et cela ne constitue en rien la recette pour assurer la sécurité des États-Unis. Je vais vous donner l'occasion de répondre. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ce que le président dit de ce que j'ai dit et fait. C'est pas très juste, mais je peux dire cela. Nous parlons du Moyen-Orient et comment faire que le Moyen-Orient rejette le terrorisme qu'on voit dans cette vague grandissante de confusion et de tumulte. Et en m'attaquant, c'est pas un ordre du jour. M'attaquer, c'est pas la façon dont on va s'occuper des défis qui sont au Moyen-Orient. Il faut saisir les chances là-bas et véritablement retourner la vague de la violence. Je voudrais répondre à quelque chose que vous avez dit. Tout d'abord, la Russie, je l'ai dit, est un ennemi géopolitique. Non, excusez-moi. C'est un ennemi géopolitique, et je l'ai dit dans le même paragraphe, et l'Iran est le plus grand problème à la sécurité nationale que nous ayons à faire. Bien sûr, la Russie continue de nous combattre aux Nations Unies. J'ai l'œil là-dessus. Je ne vais pas couvrir les gens de rose quand on parle de Poutine et de Russie. Je ne vais pas lui dire que je vais donner plus de souplesse après l'élection. Non. Il aura moins de flexibilité après l'élection. En ce qui concerne l'Irak, on était d'accord sur un accord, non ? Je n'aurais pas laissé 10 000 militaires en Irak. Ça n'aide en rien la situation au Moyen-Orient. Non, il y a eu un effort de la part du président d'avoir plus de troupes sur le terrain. Et moi, j'étais d'accord et j'ai dit qu'il faudrait avoir plus de troupes sur le terrain. C'est quelque chose avec quoi j'étais d'accord. C'était ma position, c'était sa position aussi. Est-ce qu'il fallait en avoir 5 000 ? Est-ce qu'il devrait en avoir plus ? Mais bon, on n'a pas de troupes du tout. C'était il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, vous avez dit qu'il fallait maintenir des troupes en Irak. Non, j'ai dit que vous n'avez pas mis en place un statut conforme à la fin de l'accord que nous avions. Gouverneur, j'ai appris une chose en tant que chef des armées. Il faut être clair. Il faut être clair envers les alliés et il faudrait être clair envers les ennemis et bien exprimer sa position. Il y a quelques semaines, vous avez fait un discours dans lequel vous avez dit que nous devrions garder des troupes en Irak. Cela ne constitue pas une recette pour s'assurer que nous tirons profit des opportunités que présente le Moyen-Orient et que nous relevons les défis que présente le Moyen-Orient. Alors, c'est vrai que les défis ne peuvent pas être relevés que sur le plan militaire. Par conséquent, au cours de ma présidence, et ce que je continuerai à faire, c'est m'assurer que ces pays soutiennent nos efforts de contre-terrorisme. Ensuite, je m'assurerai que ces pays veillent à nos intérêts s'agissant de la sécurité d'Israël, parce que c'est notre ami et notre plus grand allié dans la région. Numéro 3, nous devons protéger les minorités religieuses et les femmes, parce que ces pays ne peuvent se développer que si l'ensemble de la population se développe. Ensuite, quatrièmement, nous devons participer à leur capacité de développement économique. Mais là, il y a un cinquième élément. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas continuer à bâtir des nations dans ces régions. Le leadership américain, c'est la construction de la nation ici, aux États-Unis. Et cela va nous aider à maintenir le leadership américain dont on a besoin. Permettez-moi d'aborder le deuxième sujet de ce segment sur le Moyen-Orient. Vous avez tous les deux parlé de la Syrie. La guerre en Syrie est en train de déborder au Liban. Plus de centaines de personnes ont été blessées et mortes, 8 morts au Liban. Depuis plus d'un an, vous avez dit à M. Haddad qu'il doit partir. Or, 30 000 Syriens sont morts, 200 000 réfugiés. La guerre continue
Est-ce que nous ne devrions-nous pas revoir notre politique pour trouver une meilleure manière d'influer sur les événements au Moyen-Orient et en Syrie? Nous avons organisé la communauté internationale. Nous avons dit Assad doit partir. Nous avons mobilisé des sanctions à l'encontre de ce gouvernement. Nous nous sommes assurés que la Syrie est isolée. Nous avons apporté une assistance humanitaire et nous soutenons l'organisation de l'opposition. Et nous mobilisons les forces modérées au sein même de la Syrie. Mais au bout du compte, les Syriens auront à déterminer leur propre avenir. Ainsi, tout ce que nous faisons, nous le faisons en consultation avec nos partenaires de la région, y compris Israël, dont les intérêts sont très importants. Quant à l'évolution de la Syrie, il y a la coordination avec la Turquie et d'autres pays de la région qui ont des intérêts aussi. Ce à quoi nous assistons en Syrie, ça nous brise le cœur. Par conséquent, nous allons faire tout notre possible pour aider l'opposition. En revanche, nous devons reconnaître que c'est que la participation militaire supplémentaire en Syrie, c'est une mesure très importante. Nous devons aider ceux que nous devons aider. Nous ne devons pas armer des gens qui vont tourner ces armes contre nous ou contre nos alliés de la région. Et moi, j'ai confiance. Assad ne restera pas au pouvoir très longtemps. Mais ce que nous pouvons faire, c'est, comme l'a proposé le gouverneur Romney, c'est apporter des armes lourdes, constitue une proposition simple qui nous permettrait d'avoir une sécurité sur le long terme. Eh bien, revenons un petit peu sur ce qui se passe en Syrie et l'importance que ça a. 30 000 personnes qui ont été tuées par leur gouvernement. C'est un désastre humanitaire, une catastrophe humanitaire. La Syrie, c'est une occasion pour nous parce que la Syrie joue un rôle important au Moyen-Orient, spécialement maintenant. C'est le seul allié de l'Iran, la Syrie. Et donc, c'est leur bras armé qui arme le Hezbollah, qui menace notre allié, Israël. Et voir la Syrie enlever Assad du pouvoir, c'est vraiment une grande priorité. Et voir que le gouvernement soit véritablement un gouvernement qui s'occupe de son peuple, c'est très important. Nous n'avons pas d'engagement militaire. Nous ne voulons pas être entraînés dans un engagement militaire là-bas. Il faut travailler avec nos associés et identifier des partis responsables au sein de la Syrie, les organiser, les mettre ensemble, sous une forme, peut-être pas sous une forme de gouvernement, mais une forme d'un conseil qui peut prendre la direction de la Syrie et nous assurer qu'ils ont les armes nécessaires pour se défendre. Il faut absolument nous assurer que ces armes ne tombent pas dans des mauvaises mains, que ces armes puissent nous menacer finalement. Il faut coordonner cet effort avec nos alliés, principalement avec Israël, mais aussi avec les Saoudiens, les Qataris et les Turcs. Ils sont tous très inquiets par cela, ils veulent travailler avec nous. Il faut avoir véritablement un leadership extrêmement puissant en Syrie pour nous assurer que les insurgés sont armés et que les insurgés qui seront armés sont des gens qui seront des gens responsables. Je crois que Assad doit partir. Je pense qu'il va partir. Mais je veux nous assurer que nous avons les bonnes relations d'amitié avec les gens qui vont le remplacer. Donc, pendant les années à venir, on va voir la Syrie en tant qu'ami et la Syrie en tant que partenaire sérieux au Moyen-Orient. C'est vraiment un moment critique pour les États-Unis. Je suis désolé de voir qu'au cours de l'année écoulée, tout d'abord, le président a laissé les Nations Unies s'occuper de ça. Et ensuite, Kofi Annan est arrivé, il a essayé d'avoir un cessez-le-feu. Ça n'a pas marché. Et puis après, on s'est tourné vers les Russes. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Nous, on doit jouer le leadership, pas sur le terrain avec des militaires, mais par un rôle de leadership. Ce rôle, nous l'assumons. Nous avons organisé les Amis de la Syrie. Nous sommes en train de mobiliser le soutien humanitaire et le soutien à l'opposition. Et nous faisons en sorte que ceux que nous aidons sont ceux qui seront nos amis à long terme et les amis de nos amis de la région à long terme. Mais pour revenir à la Libye, parce que cela constitue un exemple de la façon dont nous opérons des choix. Lorsque nous sommes arrivés en Libye pour arrêter le massacre qui y était perpétré, étant donné les circonstances, et étant la coalition que nous avons contribué à organiser, nous devons nous assurer que Kadhafi puisse partir. Et, gouverneur, vous avez soutenu notre intervention en Libye et la coalition que nous avons organisée. Mais lorsqu'il s'est agi de nous assurer que Kadhafi ne soit plus au pouvoir, que l'on le capture, gouverneur, à ce moment-là, vous avez proposé que c'était
Mission Model, Mission Creep. Autrement dit, vous nous avez critiqué. Si nous étions retirés à ce moment-là, Kadhafi avait plus de sang américain que tout autre individu au monde. Et donc, nous devions terminer la tâche. C'est pourquoi les Libyens sont à nos côtés. Mais nous avons agi de manière précautionneuse, réfléchie, en nous assurant de l'identité de ceux avec qui nous travaillons, que les forces modérées étaient dignes de travailler avec nous et que cela serait efficace. Et ce leadership, nous devons le mener de la même façon en Syrie. Demander si vous iriez au-delà, plus loin que ce que... Est-ce que vous mettriez en place en Syrie une interdiction Je ne de veux vol? pas que nos militaires soient impliqués en Syrie. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de mettre des soldats en Syrie. Je ne l'anticipe pas à l'avenir. Nos objectifs sont de remplacer Assad et de mettre en place un nouveau gouvernement qui sera amical envers nous, un gouvernement responsable si possible. Et je veux m'assurer qu'ils seront armés et qu'ils ont les armes nécessaires pour se défendre, mais également aussi pour faire tomber Assad. Mais je ne veux pas voir un engagement armé de nos troupes sur le terrain. Ce ne sera pas nécessaire. Nous avons, avec nos partenaires dans la région, nous avons des ressources nécessaires et suffisantes pour soutenir ces groupes-là. Mais ça se passe depuis une année. Ça aurait dû être le moment pour du leadership américain. On aurait dû prendre un rôle dirigeant, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan organisationnel, pour mettre en place les partis, trouver des gens responsables sur place, comme vous l'entendez des sources de renseignement aujourd'hui. Les insurgés sont très dispersés, ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas formé un groupe unitaire, ni un conseil de quelque sorte que ce soit. Ça doit se produire. L'Amérique peut aider à ce que ça se fasse. Et il faut s'assurer qu'ils ont les armes nécessaires pour avoir ce rôle important, c'est se débarrasser d'Assad. Une réponse rapide du Monsieur le Président. Je serai très bref. Le gouverneur Romney n'a pas d'idée différente. C'est parce que nous faisons exactement ce que nous devons faire pour essayer de promouvoir un leadership syrien modéré et une transition réelle pour faire tomber Assad. C'est le genre de leadership que nous allons démontrer. Puis-je vous demander, pendant la pagaille égyptienne, vous avez dit qu'il était temps pour que le président Moubarak s'en aille. Et certains membres de votre administration ont dit que c'était un peu précipité, qu'il fallait attendre. Est-ce que vous avez des regrets d'avoir dit ça? Non, je n'ai pas de regrets. L'Amérique doit être aux côtés de la démocratie. Cette notion selon laquelle il y aurait des chars qui écrasaient les jeunes de la place Tahrir. Ça, c'est pas le leadership américain dont parlait le président Kennedy il y a 50 ans. Mais j'ai également dit que maintenant qu'il y a un gouvernement démocratique élu en Égypte, celui-ci doit assumer la responsabilité de la protection des minorités religieuses. Et nous avons exercé une forte pression pour que cela soit le cas, qu'il faut reconnaître le droit des femmes, ce qui est fondamental partout dans la région. Ces pays ne peuvent pas se développer si les jeunes femmes ne bénéficient pas de l'éducation qu'elles méritent. Par ailleurs, il faut respecter le traité avec Israël. Cela constitue pour nous une ligne rouge, parce que c'est la sécurité d'Israël et la nôtre qui sont en jeu. Et il faut qu'ils coopèrent avec nous pour le contre-terrorisme. Et nous allons les aider s'agissant du développement de leur propre économie, parce qu'au bout du compte, ce qui va faire que la révolution égyptienne va réussir, c'est les jeunes qui voient l'avenir se déployer sous leurs yeux. Ils veulent des emplois, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école, dans de bonnes écoles, ils veulent un toit, ils veulent une perspective d'une vie meilleure à l'avenir. Par conséquent, nous avons par exemple organisé des conférences d'entrepreneuriat avec ces Égyptiens pour leur faire comprendre la façon dont ils peuvent rebâtir leur pays sans corruption, avec de la transparence. Mais il faut également comprendre que pour que l'Amérique soit couronnée de succès dans cette région, il y aura un certain nombre de choses qu'il faudra faire chez nous aussi.
Et l'un des défis de la dernière décennie, avec les expériences comme l'Irak et l'Afghanistan, eh bien, c'est que nous avons négligé notre propre développement économique et notre propre secteur de l'énergie, notre propre système d'éducation. Et c'est très difficile de projeter du leadership partout dans le monde lorsque nous ne balayons pas devant notre porte. Gouverneur Romney, votre réponse, qu'est-ce que vous auriez fait avec Moubarak? Non, en fait, moi j'ai soutenu un moment son action, j'ai pensé que j'aurais souhaité qu'on ait une meilleure vision de l'avenir. Et en revoyant au début du terme du président, il faut reconnaître qu'il y avait une énergie croissante pour la liberté dans cette partie du monde. Et on aurait dû travailler de façon plus agressive avec nos amis et d'autres amis de la région pour pouvoir faire la transition vers une forme plus représentative du gouvernement pour que ça explose pas de la façon dont ça l'a fait. Mais une fois que ça a explosé, je me sentais exactement comme le président, que ces voix de la liberté et que les rues de l'Égypte, des gens qui parlaient au nom de nos principes. Le président Moubarak a fait des choses qui étaient inimaginables et dans l'idée d'écraser des gens, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait soutenir. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière et dire ce que notre mission doit être au Moyen-Orient et même sur un plan plus large. Notre but est de s'assurer que le monde est en paix. Nous voulons une planète en paix. Nous voulons que les gens puissent avoir une vie agréable et prospère, un avenir prospère et pas être en guerre. Ça, c'est le but. Et ça, c'est le leadership pour promouvoir la paix, c'est suivre l'Amérique. On ne l'a pas demandé, mais pour pouvoir promouvoir ces principes de paix, ça veut dire d'être fort. Et ça commence avec une économie forte ici, chez nous. Malheureusement, l'économie n'est pas forte. Vous savez, le président le président de l'Iran, Ahmadinejad, dit qu'il y a avoir une dette ne fait pas de nous un grand pays. C'est quand même dingue. Le précédent chef d'état-major a dit que notre dette est notre plus grande menace à notre sécurité. Nous avons affaibli notre économie. Il nous faut une économie forte. Il faut avoir aussi une armée forte, qui soit la plus forte du monde. Nous avons la chance d'avoir des soldats extraordinaires, des renseignements exceptionnels, mais de couper des milliards de dollars sur le budget militaire, ça changera tout ça. Nous avons besoin d'alliés forts, notre association et nos liens avec nos alliés, c'est vraiment essentiel pour la puissance de l'Amérique. Nous avons 42 alliés en Europe et dans le monde, et il faut soutenir nos principes. Et nous avons besoin de tout cela. L'influence de l'Amérique va croître si on a tout ça. Mais malheureusement, nulle part dans le monde, l'influence des États-Unis est plus grande qu'elle était il y a 4 ans, parce que nous sommes beaucoup plus faibles maintenant. Vous allez avoir l'occasion de répondre, et c'est une bonne transition vers notre prochain segment. Quel est le rôle de l'Amérique dans le monde? Voilà la question. Qu'est-ce que chacun d'entre vous voit comme étant notre rôle dans le monde? Et c'est à vous, gouverneur Romney. Eh bien, je crois absolument que l'Amérique a une responsabilité et le privilège d'aider à défendre la liberté et les principes qui font que le monde soit en paix. Et ces principes incluent les droits de l'homme, la dignité humaine, la liberté d'entreprendre, la liberté de parole, des élections, parce que quand il y a des élections, les gens votent pour la paix, ont tendance pour ça, ils ne vont pas voter pour la guerre. Donc on veut promouvoir ces principes à travers le monde. Nous reconnaissons qu'il y a des endroits de conflit à travers le monde. Nous voulons mettre un terme à ces conflits, vraiment aux limites du possible. Mais pour pouvoir remplir notre rôle dans le monde, l'Amérique doit être forte. L'Amérique doit diriger. Et pour que cela se produise, il faut renforcer notre économie ici. On ne peut pas avoir 23 millions de personnes qui luttent pour avoir un emploi. On ne peut pas avoir une économie qui, au cours des 3 dernières années, ralentit son taux de croissance. On ne peut pas avoir des enfants qui sortent du collège, qui sortent des universités et qui ne peuvent pas trouver d'emploi en relation avec leur diplôme. Il faut que notre économie croisse. Et nos militaires, nos soldats, il faut croître notre puissance militaire. On ne sait pas ce que le monde va mettre contre nous. Il faut croître la puissance de notre armée pour pouvoir faire face aux défis. Vous savez, en l'an 2000, par exemple, il n'y avait pas de menace terroriste. Et l'an d'après, ben oui. Donc il faut absolument poser nos possibilités contre les incertitudes. Il ne faut pas diminuer notre budget militaire. Il faut aussi soutenir nos alliés. Je crois que la tension qui existe aujourd'hui entre Israël et les États-Unis était très malheureuse. Je pense aussi que
faire sortir nos missiles de la Pologne était aussi malheureux, parce que ça interrompt la relation qui existait entre nous et nos alliés. Et ça, il faut absolument soutenir nos principes. Lorsque les étudiants sont sortis dans les rues pour manifester à Téhéran, et que les gens ont fait des manifestations pour que le président qu'il reste silencieux, c'était malheureux. Il faut absolument soutenir nos principes, soutenir nos alliés en faveur d'une force militaire forte. Monsieur le Président. L'Amérique reste la grande nation indispensable. Le monde a besoin d'une Amérique forte. L'Amérique est plus forte que lorsque je suis arrivé au pouvoir. Nous avons mis fin à la guerre en Irak. Ainsi, nous avons pu nous concentrer non seulement sur la menace terroriste, mais aussi nous avons pu lancer un processus de transition en Afghanistan. Par ailleurs, nous avons pu mettre l'accent sur des alliances et des relations qui avaient été négligées depuis une dizaine d'années. Et nos alliances n'ont jamais été plus fortes, gouverneur Romney. En Asie, en Europe, en Afrique. Nos relations avec Israël, où nous avons une coopération militaire et une coopération de renseignement sans précédent, notamment en ce qui concerne la menace iranienne. Mais nous avons également fait en sorte que nous puissions rebâtir les États-Unis. Il faut que l'industrie revienne aux États-Unis. C'est ce que nous faisons avec l'industrie automobile. Nous ne redonnons pas de récompense aux sociétés qui délocalisent. Il nous faut la meilleure éducation au monde. Il faut former nos ouvriers aux emplois de demain. Nous devons maîtriser notre énergie. Nous avons réduit nos importations de pétrole au niveau les plus faibles depuis 20 ans. Nous avons développé le gaz naturel, mais nous avons également développé des technologies d'énergie propres pour réduire nos exportations en 2020. Voilà le genre de leadership dont nous aurons besoin. Et nous devons réduire notre déficit, et nous le faisons. Malheureusement, le plan du gouvernement Romney ne répond pas à cela. Nous devons agir de façon responsable. Nous devons réduire les dépenses inutiles, mais nous devons demander aux plus riches de payer un petit peu plus de manière à pouvoir investir dans la recherche et la technologie qui nous ont toujours placés à l'avant-garde. Le gouverneur Romney, lui, a une démarche différente, et ça a été le cas tout au long de la campagne. S'agissant des affaires intérieures ou étrangères, il propose des politiques qui ne sont pas bonnes. Pour lui, le président Bush, père, est quelqu'un qui a tout à fait bien agi, ainsi que son fils et le vice-président Cheney. Mais c'est pas comme ça que nous allons maintenir le leadership au XXIe siècle. Gouverneur Romney, des politiques mauvaises. J'ai une politique et un ordre du jour pour l'avenir. Et quand on en vient à notre économie ici, je sais ce qu'il faut pour créer 12 millions d'emplois. Et ce qu'on a vu au cours des 4 dernières années, c'est quelque chose que je ne veux pas voir au cours des 4 années à venir. Le président a dit que maintenant, on est à 5,4% de chômage. On est à 9 millions d'emplois de ça. Moi, je veux remettre l'Amérique au travail et revoir la croissance. Je vais le faire avec 5 décisions simples. Il faut avoir l'indépendance énergétique en prenant l'avantage sur toutes les énergies possibles. Deuxièmement, accroître notre commerce. Le commerce double toutes les 5 ans. On peut faire mieux que ça, particulièrement avec l'Amérique latine. Les occasions pour nous en Amérique latine, on n'a pris aucun avantage. Par exemple, l'Amérique latine, l'économie de l'Amérique latine est au moins aussi grande que celle de la Chine. On se concentre sur la Chine. L'Amérique latine est une occasion énorme pour nous. On est dans le même fuseau horaire. Un programme de formation pour nos travailleurs, des écoles qui mettent les parents et les enseignants et les enfants. Et il faut véritablement que les syndicats des enseignants suivent le mouvement. Il faut former des entrepreneurs, des PME, des PMI, et que les gens puissent investir leur épargne dans les PME et les PMI. Et c'est dans cette direction qu'il faudrait aller si on arrête de creuser la dette et arriver à un budget équilibré. Et numéro 5, il faut être en faveur des PME, des PMI. C'est là où sont créés les emplois. 2 tiers de nos emplois viennent des PME-PMI. La création des PME-PMI est au plus bas depuis 30 ans sous cette administration. Je veux que ça revienne et redonner véritablement des emplois.
Parlons de concurrence. Vous parlez de PME, mais vous, gouverneur, lorsque vous étiez gouverneur du Massachusetts, les PME étaient 48e parmi les États américains, parce que les politiques dont vous faites la promotion n'aident pas les PME. Et la façon dont vous définissez les PME, eh bien, ça comprend les gens qui sont tout en haut des entreprises, et les gens comme vous et moi. On n'a pas besoin de promotion, mais prenons un exemple dont on sait que cela va faire la différence au XXIe siècle, c'est notre politique d'éducation. On n'a pas eu l'occasion d'en parler lors du dernier débat. Sous mon leadership, nous avons mené une réforme de l'éducation avec les gouverneurs. Dans 46 États, nous avons vu des progrès scolaires là où il y avait des difficultés et enfin, il y a des progrès. Et maintenant, je veux recruter plus d'enseignants, particulièrement en mathématiques et en sciences, parce que nous sommes en retard sur ces plans-là. Et ces enseignants peuvent réaliser une belle différence. Gouverneur Romney, lorsque les enseignants vous ont demandé si cela aiderait la croissance de l'économie, vous avez dit non, ça aidera en rien la croissance de l'économie. Lorsqu'on vous a demandé s'il fallait réduire le nombre d'élèves par classe, vous avez dit ça ne change rien. Mais si vous parlez aux enseignants, ces gens-là vont vous dire mais si, ça fait une belle différence. Et si on a des enseignants de mathématiques qui peuvent apporter le soutien nécessaire aux enfants, c'est justement cela qui va déterminer la création de PME. Ça va engendrer des créations d'entreprises, parce que c'est les talents, les compétences et les budgets que vous proposez, vous ne vont pas répondre à ces exigences. Alors que nous proposons le contraire. Il ne faut pas réduire les budgets de l'éducation. Ça nuit à la croissance économique ou à la position des États-Unis dans le monde. Excusez-moi, j'ai besoin d'un moment sur l'éducation parce que je suis surpris. Enfin bon, j'étais gouverneur d'un État et tous les 2 ans, nous avions des tests pour savoir comment faisaient les enfants de 10 et de 12 ans qui étaient testés en mathématiques et en anglais. Eh bien, nous étions les premiers des États en anglais et en mathématiques aussi. C'est la première fois qu'un État a été le premier dans les 4 mesures de capacité. Comment est-ce qu'on l'a fait? Quand les démocrates et les républicains se sont mis ensemble pour mettre en place des principes d'éducation qui sont tombés d'accord pour avoir des grands enseignants dans la classe. Et ça nous a permis de devenir l'État numéro 1 de la nation. C'était 10 ans avant que vous soyez gouverneur. Puis ensuite, vous avez coupé les budgets de l'éducation. Nous étions numéro 1 et nous sommes toujours le numéro 1 aujourd'hui. Et les principes qu'on les a mis en place, on ne l'a pas simplement donné aux enfants des examens finaux, mais les enfants ont dû être capables, s'ils étaient dans les 25% supérieurs de la classe, ils avaient 2 années d'études gratuites dans les universités. Ça, c'était avant que vous soyez gouverneur. Non, c'est moi qui ai fait ça. Je voudrais, on a déjà parlé de tout ça dans les autres débats. Gouverneur, vous dites que vous voulez agrandir les militaires, avoir une plus grande marine, vous ne voulez pas réduire les dépenses de défense. On parle des problèmes financiers. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Eh bien, parlons des militaires. Et tout d'abord, je vais depuis le début, on va couper 5% du budget discrétionnaire, à l'exception de l'armée. Non, la bonne nouvelle, c'est venez sur mon site web, vous allez voir comment on arrive à un budget équilibré à 8 à 10 ans en réduisant les dépenses dans beaucoup de programmes. Le premier programme, c'est le Obamacare, dont on va se débarrasser. La première chose, ça va être ça, mais on ne peut pas se payer ça. Et on ne peut pas se le payer. Donc, ce système de santé, véritablement, on va s'en débarrasser. On va prendre programme après programme dont on n'a absolument pas besoin et on va s'en débarrasser. Numéro 2, on va prendre certains programmes qu'on va conserver comme le Medicaid, le programme médical pour les pauvres. On va prendre ce programme d'aide médicale aux pauvres et ce sont les États qui vont s'en occuper. Parce que les États, chaque État, s'en occupe beaucoup plus efficacement. Quand j'étais gouverneur, je dis, moi, je veux faire ça mieux que le gouvernement fédéral. Et les États, comme l'Arizona, Rhode Island, ont pris ces dollars pour l'aide médicale et le font de façon beaucoup plus efficace. Et donc, je veux que ça nous amène à un budget équilibré d'ici 8 à 10 ans. Mais revenons donc à l'armée. Vous aurez dû répondre à la première question.
5 000 milliards de coupes fiscales, avec moins de déductions. C'est un calcul qui ne tient pas la route, mais il continue à nous dire que c'est ce qu'il veut faire. Ensuite, il veut dépenser 2 000 milliards de dollars dans le domaine militaire, alors que les militaires ne demandent pas cela. Gardez à l'esprit que notre dépense militaire a augmenté année après année au cours des 4 dernières années. On a dépensé plus que la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, les 10 pays qui nous suivent n'ont pas dépensé autant que nous ensemble. Moi, j'ai travaillé avec les chefs d'état-major pour réfléchir à nos besoins futurs. Et c'est ainsi que nous avons conçu un budget. Mais on ne peut pas dépenser 2 000 milliards de dollars dans le domaine militaire alors que les militaires n'en veulent pas, 5 000 milliards de dollars de manière pour réduire les impôts. Vous dites que vous allez payer ça en réduisant les déductions sans nous dire de quoi il s'agit véritablement. Et d'une certaine façon, vous allez également lutter contre le problème du déficit existant. Mais ça ne tient pas la route. S'agissant de la défense, il ne faut pas simplement en réfléchir de manière budgétaire, il faut voir la capacité, la cybersécurité, l'espace. C'est justement ce sur quoi porte notre budget, mais ce n'est pas mené par la politique ou par les membres du Congrès ou leurs désirs. Tout cela est sous-tendu par la sécurité du peuple américain. C'est ce pourquoi notre budget est conçu. Et cela nous permet de réduire notre déficit qui constitue une préoccupation en matière de sécurité nationale, parce que notre économie doit être forte chez nous pour pouvoir projeter le pouvoir militaire à l'étranger. Eh bien, vous savez, moi, j'ai été dans le monde des affaires pendant 25 ans. Pour équilibrer un budget, c'est très important. Vous savez, on a réussi à balancer, à équilibrer le budget des Jeux Olympiques. J'ai été pendant 4 ans, les démocrates et les républiques ont réussi à équilibrer le budget. On a pu réduire la taxe fiscale. Le président n'a pas réussi à équilibrer le budget. J'espère avoir l'occasion de pouvoir le faire moi-même. Je serai capable d'équilibrer le budget. Parlons des dépenses militaires. Notre marine est plus petite aujourd'hui que depuis 1917. Il y avait 317 navires. Nous sommes en moins de 285. On va continuer, véritablement, on va avoir moins de 200 navires. C'est inacceptable. Il faut avoir les navires nécessaires pour la marine. Notre force aérienne est plus petite depuis sa création en 1947. Nous avons changé pour la première fois depuis Franklin Delano Roosevelt. On a toujours eu cette stratégie de pouvoir lutter dans 2 conflits à la fois. Maintenant, on ne peut lutter que dans un seul conflit. C'est la plus grande responsabilité du président des États-Unis, maintenir la sécurité du peuple américain. Et je ne réduirai pas le budget militaire par 1 000 milliards de dollars, qui est la combinaison, le mélange des réductions fiscales et des réductions financières. Je crois que ça rend notre avenir moins sûr. Tout d'abord, s'agissant des coupes de séquestration, c'est une proposition du Congrès. Cela n'aura pas lieu. Le budget dont nous parlons, ce n'est pas une réduction, mais le fait de maintenir le budget de la défense. Le gouverneur Romney n'a pas passé de temps à comprendre le fonctionnement de la défense. Vous parlez de la marine. On a moins de bateaux qu'en 1916, dites-vous, mais on a moins de chevaux, on a moins de baïonnettes aussi, gouverneur, parce que la nature de la défense a changé. Nous avons, vous savez, les porte-avions. Il y a des avions qui se posent sur des navires. Et nous avons des bateaux qui vont sous l'eau, ça s'appelle des sous-marins. Donc la question n'est pas de savoir qui a le plus de bateaux, il s'agit de capacité. Donc moi, quand je parle avec le responsable de la marine et le chef d'état-major, nous déterminons la façon dont nous pourrons au mieux répondre à tous nos besoins de défense pour soutenir nos troupes, pour soutenir nos anciens combattants lorsqu'ils rentrent à la maison, et cela ne se reflète pas dans le budget que vous proposez. En effet, ça ne fonctionne pas ce que vous proposez. Nous avons regardé votre site Internet, nous l'avons étudié de très près. Ça ne fonctionne pas. J'aimerais qu'on passe au segment suivant, la ligne rouge entre l'Iran et Israël. Est-ce que chacun d'entre vous, Président Obama, vous allez répondre en premier, est-ce que vous seriez disposé à déclarer qu'une attaque contre Israël est une attaque contre les États-Unis d'Amérique?
C'est la même promesse qu'on donne à tous nos alliés, comme le Japon. Et est-ce que cela ne serait pas un bon moyen de dissuader l'Iran? Ça a dissuadé l'Union soviétique pendant longtemps. Monsieur le Président. Avant tout, Israël est un véritable ami. C'est notre plus grand allié de la région. Si Israël est attaqué, les États-Unis seront aux côtés d'Israël. Je l'ai dit tout au long de ma présidence. Donc vous dites que nous avons déjà fait cette promesse. Je serai aux côtés d'Israël si Israël est attaqué. C'est pourquoi, en travaillant avec Israël, nous avons créé la coopération militaire et de renseignement la plus forte entre nos deux pays de toute l'histoire de nos pays. Cette semaine, nous allons mener le plus grand exercice militaire de l'histoire de nos deux pays. Cette semaine. Mais s'agissant de l'Iran, tant que je serai président, l'Iran ne se dotera pas d'armes nucléaires. Je l'ai dit lorsque j'ai pris le pouvoir, et lorsque je suis arrivé à la Maison-Blanche, nous avons pris les sanctions les plus fortes contre l'Iran qu'on ait jamais vues, et cela est en train de paralyser l'économie iranienne. La devise a perdu 80% de sa valeur. La production pétrolière est arrivée au niveau le plus faible qu'ait jamais connu ce pays. Donc, autrement dit, l'économie est en ruine en Iran. Et nous avons mené ces sanctions parce que l'Iran armé de l'arme nucléaire est une menace envers notre sécurité nationale et envers la sécurité nationale d'Israël. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une nouvelle course aux armes nucléaires dans une région tumultueuse comme le Moyen-Orient. Le terrorisme, le fait de fournir une technologie nucléaire, ça c'est inacceptable. Et l'Iran a déclaré qu'il voudrait qu'Israël ne soit plus sur la carte du monde. Autrement dit, le travail que nous avons fait en matière de sanctions donne à l'Iran le choix suivant. Ils peuvent prendre la voie diplomatique et mettre fin à leur programme nucléaire, ou alors l'Iran devra faire face à un monde uni et à un président des États-Unis, moi-même, qui dit eh bien, aucune option ne sera mise de côté. Au cours de la campagne, le gouverneur Romney s'exprime en disant que nous devons prendre des actions militaires prématurées. Ce serait une erreur, à mon sens, parce que lorsque j'envoie des jeunes hommes et des jeunes femmes sur des théâtres d'opération, c'est le dernier recours, pas le premier recours. Eh bien, tout d'abord, je voudrais souligner le même point qu'a soulevé le président Obama. Quand je serai président des États-Unis, nous serons aux côtés d'Israël. Et si Israël est attaqué, nous devons le soutenir, pas simplement sur le plan diplomatique, pas simplement sur le plan culturel, mais sur le plan militaire, tout d'abord. Numéro 1. Et numéro 2, en ce qui concerne l'Iran et la menace iranienne, il n'y a aucune question qu'une capacité nucléaire pour l'Iran est insupportable pour les États-Unis. C'est une menace pour nos amis et aussi une menace pour nous-mêmes que l'Iran puisse utiliser des armements nucléaires ou nous menacer de cela. C'est essentiel aussi de comprendre quelle est notre mission pour l'Iran. Dissuader l'Iran d'avoir un armement nucléaire par des moyens pacifiques et diplomatiques. Et des sanctions handicapantes, c'est quelque chose que j'appelle depuis des années. Quand j'étais en Israël, j'ai déclaré que ces sanctions étaient très importantes. Ça fonctionne, vous le voyez. C'est très important d'avoir des sanctions qui handicapent l'économie iranienne. Deuxièmement, quelque chose que j'ajouterai aujourd'hui, c'est que je renforcerai ces sanctions. Je dirais que les navires qui transportent du pétrole iranien ne pourraient rentrer dans nos ports. Les sociétés qui commercent avec l'Iran ne devraient pas pouvoir rentrer aux États-Unis. Ensuite, des efforts d'isolement, par exemple, d'isolement diplomatique. Par exemple, ce que Ahmadinejad a dit sur Israël, c'est une incitation au génocide, et il faut le condamner pour cela. Il faut traiter cela de la même manière que les diplomates d'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Toute autre chose qu'une solution à ce problème qui arrêterait cette folie nucléaire est vraiment inacceptable pour les États-Unis. Et l'action militaire est le dernier recours. C'est quelque chose que l'on peut prendre en compte seulement si tous les autres recours ont été épuisés.
Je voudrais vous demander à tous les deux, comme vous le savez, il y a des rapports selon lesquels l'Iran et les États-Unis se sont mis d'accord en principe de parler du programme nucléaire de l'Iran. Quelle est la transaction que vous accepteriez, Monsieur le Président? Tout d'abord, il s'agit d'articles de presse. Il manque de véracité. Notre objectif, c'est que l'Iran reconnaisse qu'il faut abandonner le programme nucléaire. Et il faut que l'Iran respecte les résolutions des Nations Unies, parce qu'ils ont la possibilité de revenir dans le concert des nations. Et nous les accueillons. Le peuple d'Iran vise à avoir une vie meilleure, comme tous les peuples du monde. Et nous espérons que le leadership iranien prendra la bonne décision. Mais est-ce qu'ils vont mettre fin à leur programme nucléaire? La question est simple. Je suis tout à fait ravi de voir que le gouverneur Romney approuve les mesures que nous prenons. Au cours de la campagne, gouverneur, et j'ai quand même eu l'impression que vous pensiez que vous êtes prêt à faire la même chose que nous, mais que si c'est vous qui le faites, ce serait mieux. Bon, il s'avère que la mise en place de ces sanctions paralysantes, c'est un travail minutieux. Et nous avons lancé ce travail dès notre arrivée à la Maison-Blanche. Et nous avons restauré la crédibilité et la force des États-Unis partout dans le monde. Nous avons fait en sorte que tous les pays participent à cet effort, y compris la Russie et la Chine. Parce que si nous imposons des sanctions seules, ça marche moins bien. Tout le monde est d'accord pour exercer la pression sur l'Iran. Et par conséquent, au bout du compte, il faut que l'Iran respecte les règles qui ont déjà été mises en place. Il faut que l'Iran convainque la communauté internationale qui vont mettre fin à leur programme nucléaire. Il y a des inspections très intrusives, très fouillées, mais au fil du temps, ils pourront regagner leur crédibilité. Mais entre-temps, nous, on ne va pas relâcher la pression, à moins d'avoir des preuves claires. Une dernière chose, pour être bien clair là-dessus, le temps passe. Nous n'allons pas permettre à l'Iran de se lancer dans des négociations perpétuellement sans chance d'aboutir. Je veux être clair là-dessus. En raison de la coordination de renseignements que nous menons avec un certain nombre de pays dont Israël, nous savons quand l'Iran peut avoir la capacité nucléaire. Autrement dit, nous ne pourrons pas intervenir à temps pour mettre fin à leur programme nucléaire. Et comme je vous le dis, le temps passe. Et si l'Iran ne répond pas aux exigences de la communauté internationale, eh bien, à ce moment-là, nous allons prendre toutes les actions nécessaires pour que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Je crois que dès le début, un des défis que nous avions avec l'Iran était qu'ils ont regardé cette administration et ils ont senti que cette administration n'est pas aussi puissante. Ils ont vu de la faiblesse dans cette administration, là où ils pensaient trouver de la force américaine. Et je le dis depuis le début, le président et sa campagne il y a 4 ans avec tous les acteurs, et on le voyait avec Chavez, avec Kim Jong-il, avec Castro, et avec le président Ahmadinejad de l'Iran. Et je crois que les gens ont pensé que c'est inhabituel. C'est un honneur inhabituel de recevoir le président des États-Unis. Et le président a commencé ce que j'ai dit, un tour d'excuses d'aller voir des pays du Moyen-Orient et à critiquer l'Amérique. Eux l'ont vu comme étant une faiblesse, et moi je l'ai vu comme une faiblesse. Et quand il y a eu cette révolution verte en Iran, avec des panneaux disant « L'Amérique avec nous », le président est resté silencieux, vous l'avez remarqué aussi. Et quand le président a dit qu'il allait créer véritablement quelque chose de grand entre Israël et les États-Unis, véritablement toutes ces choses-là ont suggéré que on dit au Mollah qu'on peut continuer les négociations, les discussions, et on va continuer à acheter des centrifugeuses. Il y a des dizaines de milliers de centrifugeuses qui préparent l'Iran à une menace nucléaire pour le monde et les États-Unis. C'est inacceptable pour nous. Il est essentiel pour le président de montrer de la force dès le début, de faire très clair, de dire très clair ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et un programme nucléaire iranien n'est pas acceptable. Ils ne doivent pas développer une capacité nucléaire. Une façon de s'assurer qu'ils le comprennent, c'est d'avoir dès le début les sanctions les plus dures possibles. Elles doivent être renforcées, l'isolation diplomatique doit être renforcée, il faut mettre en cause Ahmadinejad, il faut mettre la pression sur lui de façon aussi puissante que possible, parce que si on le fait, on n'aura pas besoin d'avoir recours à l'armée.
Permettez-moi de répondre. Rien de ce que dit le gouverneur Romney n'est vrai. À commencer par cette notion d'excuse. Cela constitue le plus grand mensonge qui a été proféré pendant la campagne. Tous les journalistes se sont penchés là-dessus et ont dit, gouverneur, ce n'est pas vrai. Et pour ce qui est de renforcer les sanctions, comme je l'ai déjà dit, nous avons mis en place les sanctions les plus paralysantes de l'histoire. Et alors que nous étions en train de mener une coordination de la coalition internationale pour assurer l'efficacité de ces sanctions, vous étiez investisseur dans une société de pétrole chinoise qui faisait des affaires avec l'Iran. Qui sera le plus efficace? Qui sera le plus crédible lorsqu'il s'agira d'imposer des sanctions? Et s'agissant de notre attitude dans la révolution en Iran, moi j'ai été très clair quant aux activités d'assassinat qui ont eu lieu, qui étaient contraires au droit international et contraires aux valeurs des peuples civilisés du monde. Autrement dit, la force que nous avons démontrée en Iran se révèle dans notre capacité à mobiliser les forces du monde. Lorsque je suis arrivé à la Maison-Blanche, le monde était divisé. L'Iran était en train de faire de la recherche. L'Iran était à un point faible d'un point de vue économique, stratégique, militaire. Et nous allons continuer à exercer la pression sur l'Iran pour qu'il n'ait pas l'arme nucléaire. C'est dans l'intérêt national des États-Unis et ce sera le cas tant que je serai président. Nous sommes 4 ans plus près d'un Iran nucléaire. Nous sommes 4 ans plus près d'un Iran nucléaire. Et il n'aurait pas fallu avoir perdu ces 4 années pour leur permettre d'avoir toutes ces centrifugeuses et d'y arriver. Deuxième chose, pourquoi j'appelle ça un tour d'excuses, une visite d'excuses? Vous êtes allé au Moyen-Orient, vous êtes allé en Égypte, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Irak. Et en passant, vous avez évité Israël, notre ami le plus proche, mais vous êtes allé dans les autres nations. Mais ils se sont rendus compte que vous avez évité Israël. Et dans ces nations, sur une télévision arabe, vous avez dit que les États-Unis ont laissé les choses de côté, que les États-Unis ont dicté leur avenir aux autres nations. Non, nous n'avons pas dicté aux autres nations. Nous avons libéré. Permettez-moi de répondre. Parlons de voyages que nous avons faits. Lorsque j'étais candidat à la présidence, mon premier voyage, je l'ai fait pour aller rendre visite à nos troupes. Je me suis rendu en Israël en tant que candidat. Je n'ai pas participé à des réunions pour lever des fonds. Je suis allé au Yad Vashem, le musée de l'Holocauste, pour me rappeler la nature du mal et pourquoi notre lien avec Israël est un lien indéfectible. Ensuite, je suis allé voir les villes frontières qui avaient vu des missiles lancés par le Hamas. Et là, j'ai vu des familles qui m'ont montré les zones d'impact des missiles près des chambres à coucher des enfants. Et je me suis posé la question de la signification si c'était mes enfants. C'est pourquoi, en tant que président, nous avons financé un programme pour mettre fin à ces missiles. C'est ainsi que moi j'ai utilisé mes voyages lorsque je me suis rendu dans cette région et lorsque je me suis rendu en Israël. Et la question centrale à ce stade sera de savoir qui sera crédible envers toutes les parties concernées. Et ils peuvent regarder mon bilan, qu'il s'agisse des sanctions en Iran, de mon action contre le terrorisme, qu'il s'agisse du soutien à la démocratie, des droits des femmes, de soutien aux minorités religieuses. On pourra dire le président des États-Unis et les États-Unis d'Amérique ont été du bon côté de la barrière dans l'histoire du monde. Et ce genre de crédibilité, c'est précisément la raison pour laquelle nous avons pu démontrer notre leadership sur un grand nombre de problématiques dans le monde. Alors, si le Premier ministre d'Israël vous appelle par téléphone et vous dit « nos bombardiers vont bombarder l'Iran », qu'est-ce que vous diriez? Bob, on ne va pas rentrer dans des hypothèses comme celle-là. Ma relation avec le Premier ministre d'Israël est telle que on n'aurait pas un appel disant que les bombardiers sont en route. Non, c'est le genre de choses que serait discuté et évalué bien avant ce genre de choses. Non, c'est pas une hypothèse. Non. Revenons à ce que disait le président, ce qui se passe dans le monde. Et
la déclaration du président que les choses vont si bien. Moi, je regarde ce qui se passe à travers le monde et je vois l'Iran 4 ans plus proche de la bombe. Je vois la montée du tumulte dans le Moyen-Orient. Je vois le djihad qui se répand. Est-ce qu'ils sont plus importants? Est-ce qu'ils sont au même niveau? Je ne sais pas comment le mesurer très exactement, mais c'est très clair qu'ils sont très forts. Je vois la Syrie avec 30 000 morts civils, Assad toujours au pouvoir. Je vois notre déficit commercial avec la Chine, plus important année après année. Je regarde à travers le monde et je ne sens pas que... Regardez la Corée du Nord qui continue à exporter sa technologie nucléaire. Regardez par exemple la Russie même qui ne veut plus appliquer les traités de non-prolifération nucléaire. Je vois que notre influence régresse parce que d'autres présidents n'arrivent pas à se mesurer à d'autres défis économiques. Et en ce qui concerne nos militaires, en partie parce que, si vous voulez, le trouble avec Israël. Vous savez, le président a reçu une lettre de 38 sénateurs démocrates en disant que les tensions avec Israël étaient un problème, en lui demandant de réparer ce qui avait été fait avec Israël. Les sénateurs démocrates lui ont demandé de réparer les dégâts. Gouverneur, le problème, c'est que pour toute une gamme de problématiques, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, de l'Afghanistan, de l'Irak ou bien l'Iran, vous avez tout couvert. Je suis ravi de voir que vous soutenez notre politique qui consiste à appliquer une pression et il y a des discussions bilatérales avec les Iraniens pour mettre fin à leur programme nucléaire, mais il y a quelques années, vous avez dit que vous ne feriez jamais cela. De même, au début, vous étiez contre un calendrier de retrait en Afghanistan. Maintenant, vous êtes en faveur de ça, bien que ça dépende apparemment. De même, vous dites que vous auriez mis fin à la guerre en Irak, mais récemment, vous avez prononcé un discours dans lequel vous nous avez dit qu'il nous fallait 20 000 militaires de plus sur place. De même, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas poursuivre Kadhafi. Lorsqu'il s'agit de poursuivre Osama Ben Laden, vous avez dit que n'importe quel président aurait pu et aurait dû le faire. Lorsque vous étiez candidat en 2008 comme moi, et moi j'ai dit si Ben Laden est à portée de main, eh bien je le poursuivrai, je l'attraperai. Vous avez dit il faut demander la permission au Pakistan. Si on avait demandé la permission au Pakistan, eh bien, on n'aurait pas eu Osama Ben Laden. Et ça valait le coup de remuer les terres pour attraper Ben Laden. Après l'avoir tué, moi j'étais à Ground Zero au mémorial et j'ai parlé à une jeune femme qui avait 4 ans lorsque le 11 septembre a eu lieu. Lors de sa dernière conversation avec son père, il appelait des tours jumelles et il disait « Je t'aime ». Et je te verrai de là où je serai. Et pendant une dizaine d'années qui ont suivi, elle a été hantée par cette conversation téléphonique, cette femme. Et lorsque vous avez attrapé et tué Ben Laden, moi j'ai pu faire mon deuil, m'a-t-elle dit. Lorsque l'on accomplit des choses comme cela, lorsque l'on rend justiciable ceux qui nous ont fait du mal, eh bien cela envoie un message à toute la planète. Et cela explique à cette femme que l'on n'a pas oublié son père. Ça, c'est la clarté du leadership. Et ces décisions ne sont pas toujours populaires, voyez-vous. Ces décisions, généralement, ne sont pas très populaires au point de faire monter ma cote de popularité. Et mon vice-président avait la même critique que vous. Mais moi, je regarde ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité du peuple américain et je veille aux intérêts du peuple américain et je prends ces décisions-là. Alors, passons au segment suivant. La présence depuis longtemps de l'Amérique en Afghanistan. Non, vous ne pouvez pas laisser le président dire des tas de choses sans que je puisse répondre. Vous aussi avez présenté votre programme. Nous vous permettrons de répondre. Les États-Unis vont rendre la responsabilité pour la sécurité en Afghanistan au gouvernement afghan en 1914 et nous allons retirer nos troupes combattantes et laisser une force plus modeste pour former les Afghans. Il me semble que la question clé en Afghanistan est la suivante. Qu'est-ce que vous faites si, lorsque
la date limite apparaît, il est évident que les Afghans ne sont pas à même d'assurer leur propre sécurité. Est-ce qu'on quitte quand même le pays ou pas? Eh bien, on aura terminé d'ici 2014. Et quand je serai président, nous assurerons que nous sortirons nos troupes en 2014. Les commandants et les généraux là-bas sont sur la route. On a vu des progrès au cours des années précédentes. Vous savez, ça a été une réussite et le programme de formation poursuit une route où beaucoup de forces de sécurité, 350 000 soldats afghans sont en place pour pouvoir reprendre la sécurité. On aura terminé la transition en 2014. Donc nos troupes vont rentrer à la maison à ce moment-là. Je ne peux pas dire en même temps que nous allons nous assurer. On regarde ce qui se passe au Pakistan. Et il faut reconnaître que ce qui se passe au Pakistan va avoir un impact énorme sur la réussite de ce qui se passe en Afghanistan. Et je le dis parce que je connais beaucoup de gens qui sentent qu'il faudrait s'en laver les mains et partir. Je ne veux pas dire vous, Monsieur le Président, mais beaucoup de gens de notre nation disent cela. Sentent que le Pakistan n'est pas sympa avec nous et qu'il faudrait juste partir. Mais le Pakistan est important pour la région, pour le monde et pour nous-mêmes. Parce que le Pakistan a 100 têtes, 100 ogives nucléaires. Et ils en auront plus que le Royaume-Uni dans un avenir assez proche. Ils ont aussi les talibans, et ils ont aussi des réseaux extrêmement puissants. Et si le Pakistan s'écroule, tout ça deviendra un énorme danger pour l'Afghanistan et pour nous. Et donc, il va falloir rester et encourager le Pakistan à aller vers un gouvernement plus stable et reconstruire la relation avec nous. Ça signifie que l'aide que nous fournissons au Pakistan doit être conditionnée par certaines comparaisons et certains points de passage. Donc, il faut aider à faire progresser le Pakistan dans certaines directions et aider l'Afghanistan à être prêt. Et ils seront prêts à la fin de 2014. Lorsque je suis arrivé à la Maison-Blanche, on était encore empêtré en Irak et l'Afghanistan était en train d'évoluer très rapidement. Et alors, nous avons mis l'accent sur l'Afghanistan. Et nous avons mis en place des troupes, nous avons mis fin à la guerre en Irak et c'est ainsi que ça a été possible. Maintenant, nous sommes dans une position, nous avons répondu à un certain nombre d'objectifs qui nous ont menés là pour commencer. On a même oublié pourquoi on est parti. On est parti parce qu'il y avait des gens qui étaient responsables de 3000 morts d'Américains. Donc, on a décimé le leadership d'Al-Qaïda dans les régions frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ensuite, nous avons constitué des forces afghanes. Et maintenant, nous pouvons réaliser la transition et quitter l'Afghanistan. Il n'y a pas de raison qui justifie la mort des Américains lorsque les Afghans sont tout à fait capables de défendre leur propre territoire. Cette transition doit être menée de façon responsable. Nous sommes présents depuis longtemps. Nous devons nous assurer que nous et nos partenaires de la coalition menons un retrait responsable et que nous donnons aux Afghans la capacité dont ils ont besoin. Mais le peuple américain reconnaît qu'après 10 ans de guerre, il faut bâtir la nation américaine sur notre propre territoire. Et on ne peut pas refaire travailler les Américains, notamment les anciens combattants. Nous devons bâtir des routes, des ponts, des écoles. Nous devons faire en sorte que nos anciens combattants n'ont pas de lésions cérébrales, de stress post-traumatique, qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour avoir un emploi. J'ai déjeuné avec un ancien combattant dans l'État du Minnesota qui avait été infirmier dans des circonstances extrêmes. Lorsqu'il est rentré chez lui, il voulait devenir infirmier, il devait se reformer à zéro. Et nous avons dit, il faut changer tout ce qui est formation pour redonner un emploi aux anciens combattants. Et la Première Dame a beaucoup travaillé dans ce domaine. En réalité, les choses sont améliorées depuis que je suis arrivé à la Maison-Blanche depuis. Et c'est ainsi que nous devons mener la transition en Afghanistan. Maintenant, je donne la parole au gouverneur Romney. Vous avez parlé du Pakistan et ce qu'il faut faire là-bas. Le général Allen, notre commandant en chef en Afghanistan, dit que les Américains continuent de mourir
du fait de groupes soutenus par le Pakistan. Nous savons que le Pakistan a arrêté le docteur qui nous a permis d'attraper Ben Laden, que le Pakistan donne permet aux terroristes d'agir et nous donnons des milliards de dollars au Pakistan. Est-ce qu'il n'est pas temps de divorcer? Non, il n'est pas temps de divorcer d'une nation qui a 100 ogives nucléaires sur son terrain. Une nation qui présente une menace importante avec des groupes terroristes sur son sol. Vous savez que les talibans viennent de là-bas. C'est une nation qui n'est pas comme les autres. Il n'y a pas de direction civile. Vous savez, le système de renseignement qui est probablement l'organisation la plus importante. Là-bas, vous avez les militaires et il y a le gouvernement civil. C'est une nation qui, si elle s'écroule, si ça devient un État en faillite, eh bien, il y a des armes nucléaires là-bas. Il y a des terroristes là-bas qui peuvent saisir ces armes nucléaires. C'est véritablement une partie importante du monde pour nous. Le Pakistan est un allié tactique pour nous, mais ils n'agissent pas comme allié tactique. On a du travail à faire dans ce cas-là. Je ne blâme pas l'administration pour le fait que les relations avec le Pakistan soient tendues. Il fallait aller au Pakistan, il fallait avoir Ben Laden, c'était la bonne chose à faire. Et ça les a dérangés, mais il y avait beaucoup de colère avant ça. Mais il faut travailler avec les gens du Pakistan, tenter de les faire passer vers quelque chose qui est plus positif que là où ils sont actuellement. C'est important pour eux, c'est important pour les armements nucléaires, c'est important pour l'Afghanistan, parce qu'au sein du Pakistan, il y a un énorme groupe de Pashtuns qui sont des talibans et qui vont se précipiter en Afghanistan quand nous partirons. C'est les raisons pour lesquelles les forces de sécurité afghanes ont tellement de travail à faire, être capables de lutter contre cela. Mais c'est important pour nous de reconnaître qu'on ne peut pas simplement sortir, abandonner le Pakistan. Mais il faut être certain que quand on envoie de l'aide au Pakistan, que c'est lié à leur progrès sur des sujets qui les mèneront vers une société civile. Puis-je vous demander, gouverneur, nous connaissons la position du président Obama. Quelle est votre position sur l'utilisation des drones? Je pense qu'il faut utiliser tout outil nécessaire pour éliminer des gens qui nous menacent et nos amis, nous et nos amis à travers le monde. Les drones sont utilisés dans des attaques de drones et je le soutiens intégralement. Je pense que le président a eu raison d'accroître l'utilisation de ces technologies. Il faut continuer pour pouvoir poursuivre les gens qui représentent une menace pour cette nation, notre nation et pour nos amis. Il faut savoir aussi, comme je l'ai dit précédemment, il faut aller au-delà de tuer les mauvais. Il faut aussi avoir une stratégie beaucoup plus complète pour que le monde s'écarte de l'extrémisme musulman. On ne l'a pas fait, on en parle beaucoup, mais regardez un petit peu ce qui se passe, regardez ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années. Est-ce que l'Iran est plus proche de la bombe? Oui. Est-ce que le Moyen-Orient est dans le tumulte? Oui. Est-ce que Al-Qaïda court toujours? Est-ce qu'on les poursuit? Non. Est-ce que les Israéliens et les Palestiniens sont plus proches d'un accord de paix? Non. Ils n'ont pas parlé depuis 2 ans. On n'a pas vu de progrès que nous devons avoir. Et je suis absolument certain que si on a un leadership fort, on pourra construire une stratégie pour que ces nations rejettent l'extrémisme. On verra la prospérité nécessaire au monde. Gardez à l'esprit que notre stratégie ne visait pas simplement la capture de Ben Laden. Nous avons créé des partenariats partout dans le monde pour lutter contre l'extrémisme en Somalie, au Yémen, au Pakistan. Et par ailleurs, nous avons fait participer ces gouvernements aux réformes qui vont changer la vie des peuples au quotidien. Il faut lutter contre la corruption. Il faut traiter les femmes avec le respect et la dignité dont font montre toutes les nations qui ont réussi. Et il faut également un marché libre qui fonctionne. Autrement dit, nous les aidons à bâtir cette capacité sur le front de la démocratie. Mais les Américains peuvent être fiers parce que lorsque les Tunisiens ont commencé à protester, eh bien, les États-Unis et moi, mon gouvernement, nous avons été aux côtés de ces Tunisiens au premier rang des nations. Nous avons été aux côtés de la démocratie en Égypte et en Libye. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de doute. L'attitude envers les Américains
a changé. Mais il y aura toujours des éléments dans ces pays qui pourraient menacer les États-Unis. Et ces éléments, nous voulons les réduire à néant, et nous pouvons le faire, mais nous devons rester vigilants envers les activités terroristes. Al-Qaïda est plus faible que ça ne l'était avant que je n'arrive à la Maison-Blanche, et Al-Qaïda n'a plus les moyens d'attaquer le territoire comme ça a été le cas jusqu'à il y a 4 ans. Passons au segment suivant, très important, la montée de la Chine et les défis futurs pour les États-Unis. J'aimerais vous demander à tous les deux, et Monsieur le Président, vous allez répondre en premier, qu'est-ce que vous croyez être la menace la plus grande pour la sécurité américaine nationale? Les réseaux terroristes, encore, nous devons rester vigilants, je viens de le dire. Vous posez une question sur la Chine. La Chine est un adversaire, mais c'est aussi un partenaire potentiel dans la communauté internationale si la Chine respecte les règles. Moi, mon attitude, à mon arrivée à la Maison-Blanche, a consisté à insister pour que la Chine respecte les règles comme les autres pays. C'est vrai qu'il y a de la délocalisation vers la Chine. Il y a des entreprises et des salariés américains qui souffrent de cette injustice. C'est pourquoi j'ai mis en place un groupe de travail pour rechercher les tricheurs en matière de commerce international. C'est pourquoi nous avons lutter contre la Chine dans ses enfreintes aux règles, et nous avons gagné dans pratiquement tous les cas, 2 fois plus que l'administration précédente en 8 ans. Les travailleurs de la sidérurgie dans l'Ohio et dans le Middle West peuvent vendre de l'acier en Chine parce que nous avons gagné. Dans le domaine des pneumatiques, ils nous inondaient de pneumatiques bon marché. Eh bien, on a mis fin à cela. La conséquence, c'est qu'on a préservé des emplois partout aux États-Unis. Le gouverneur Romney m'a critiqué parce que j'étais trop dur dans le domaine des pneus. Il a dit que ce ne serait pas bon pour les ouvriers américains et que ce serait protectionniste. Mais les ouvriers ne sont pas d'accord avec lui. Les ouvriers américains ont l'impression qu'enfin le gouvernement a pris les choses au sérieux. Et ce, à long terme, pour que nous soyons concurrentiels avec la Chine. Par ailleurs, nous devons nous assurer que nous veillons à nos intérêts ici. Si nous n'avons pas le meilleur système d'éducation au monde, si nous n'investissons pas dans la recherche, la technologie qui permet de créer des entreprises formidables ici aux États-Unis, eh bien, on perdra face aux concurrents. Et malheureusement, le budget du gouverneur Romney et ses propositions ne nous permettront pas de réaliser ces investissements. Ce n'est pas le gouvernement qui fait la réussite des activités, ce n'est pas les investissements gouvernementaux qui font croître les entreprises et les gens. Je voudrais vous dire que la plus grande menace, c'est un Iran nucléaire. Parlons de la Chine. La Chine a un intérêt qui est semblable au nôtre, d'une certaine manière. Ils veulent un monde stable, ils ne veulent pas de guerre, ils ne veulent pas voir de protectionnisme, ils ne veulent pas voir un monde tomber dans le chaos, parce qu'ils doivent produire des choses et ils doivent véritablement donner du travail aux gens. Il y a 20 millions de personnes qui viennent chaque année dans les villes pour trouver du travail. Ils veulent que le monde soit libre et ouvert. Et nous pouvons être un partenaire, un associé avec la Chine. On n'a pas besoin d'être un adversaire. On peut travailler avec eux, on peut collaborer avec eux. Si on est responsable. Ils nous regardent, ils nous observent et ils disent « Ce serait une bonne idée d'être avec les Américains. Quelle serait notre force? Quelle serait la force de notre économie? Regardez, on leur doit 1 000 milliards de dollars, des millions de milliards de dollars. Ils regardent notre décision de réduire notre capacité militaire, 1 000 milliards de dollars de coupes budgétaires. Eh bien, ça, véritablement, c'est vraiment catastrophique. Le secrétaire, le ministre de la Défense a dit que c'était catastrophique, ces coupes budgétaires. Nos engagements à travers le monde, et ils vont se demander est-ce que l'Amérique pourra être forte? Mais la réponse sera oui. Si moi je suis président, l'Amérique sera très forte. Il faut s'assurer aussi qu'on a des relations commerciales avec la Chine qui soient positives pour nous.
J'ai regardé année après année comme des sociétés ont fermé et des gens ont perdu leur emploi parce que la Chine n'a pas joué selon les mêmes règles. Ils ont sous-évalué leur devise. Ils ont diminué les prix de leurs biens et de leur production. Et ça, ils ont fait du progrès, c'est vrai. C'est vrai pourquoi je les appelle des manipulateurs de devises. Ils volent notre propriété intellectuelle, nos brevets, notre technologie. Ils sont en train de hacker nos ordinateurs. Ils copient nos biens. Nous voulons un monde stable. Nous aimons la liberté du commerce, mais il faut jouer selon les règles. Monsieur le gouverneur, puis-je vous demander si vous dites que la Chine manipule sa monnaie dès le premier jour de votre mandat, ne risquez-vous pas de commencer une guerre commerciale avec la Chine dès le début de votre mandat? Eh bien, ils nous vendent tellement, voilà, cette quantité. Et nous, on leur vend cette quantité-là. Donc c'est très clair, qui ne veut pas de guerre commerciale? Eh bien, il y a quelque chose, vous savez, nous avons un déséquilibre commercial énorme avec la Chine. Ça a empiré cette année. Et l'année dernière, ça a empiré par rapport à l'année précédente. Il faut comprendre qu'on ne peut pas simplement nous rendre et perdre des emplois année après année. Il faut dire à nos amis chinois, écoutez, vous jouez de façon agressive, on comprend ça, mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à voler notre propriété intellectuelle, à sous-évaluer vos biens, à vendre tout ça à travers le monde, même aux États-Unis. Vous savez, par exemple, on a par exemple des valves qui sont cassées, on doit les réparer, et on regarde, et il y avait un numéro de série, et on s'est rendu compte que ces valves, il y avait plus d'une valve avec le même numéro de série. C'était des valves contrefaites qui venaient d'ailleurs, qui ont été vendues sur notre marché et à travers le monde, comme si ça a été fait par des Américains. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux une grande relation avec la Chine, une bonne relation avec la Chine. La Chine peut être notre associé, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent absolument nous rouler dans la farine et voler nos emplois. Le gouverneur Romney a raison. Vous connaissez la situation puisque vous avez investi dans la délocalisation. Vous avez raison. C'est ainsi que fonctionne le marché. Mais moi, mon pari est différent. Moi, je mise sur les ouvriers américains. Si on avait suivi vos conseils, eh bien, on achèterait des voitures à la Chine plutôt que de vendre des voitures à la Chine. Si on suit votre conseil, les sociétés bénéficiaires ne paieraient pas d'impôts si elles étaient en Chine. 800 000 emplois sont en jeu. Ce seraient des emplois en Chine et non pas aux États-Unis. Et si nous n'investissons pas dans l'éducation ou dans la recherche fondamentale, évidemment le secteur privé n'investit pas dans l'éducation ou la recherche fondamentale, eh bien nous allons perdre le leadership dans la technologie d'énergie propre, par exemple. S'agissant de ce que nous avons fait vis-à-vis de la Chine, d'ores et déjà, les exportations américaines ont doublé depuis que je suis arrivé à la Maison-Blanche. Exportations vers la Chine. Et en fait, la devise est au stade le plus avantageux depuis 1993. Évidemment, il faut réaliser plus de progrès. C'est pourquoi nous allons continuer à exercer la pression sur la Chine. Et s'agissant de la sécurité et de l'aspect militaire, les relations avec la Chine, nous avons pu mettre fin à la guerre en Irak, nous avons pu réaliser la transition en Afghanistan et nous avons pu mettre l'accent sur l'Asie-Pacifique parce que cela va constituer une région de croissance à l'avenir. La Chine peut être un partenaire, mais en même temps, nous leur disons une chose très claire. Nous disons que l'Amérique est une puissance dans le Pacifique. Nous y avons et nous y aurons une présence. Nous travaillons avec des pays de la région pour nous assurer que les navires peuvent circuler, que le commerce puisse perdurer et nous organisons le commerce avec des pays autres que la Chine pour que la Chine se semble pressurisée et obligée de répondre aux normes internationales. Voilà le pouvoir que nous montrons dans la région. Je voudrais revenir sur un de ces points à nouveau. M'attaquer, c'est pas un agenda, c'est pas un ordre du jour pour avoir plus de commerce et avoir plus d'emplois dans ce pays. Mais le président a mentionné l'industrie automobile et que je serais en faveur d'emplois délocalisés. Il n'y a rien qui soit plus faux. Je suis
un fils de Détroit. Je suis né à Détroit. Mon père avait une compagnie automobile. J'aime les voitures américaines et je ferai rien contre l'industrie automobile américaine. Mon plan pour que l'industrie se remette sur pied, c'était pas de commencer à écrire des chèques. C'est le président Bush qui a écrit les premiers chèques. Je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai dit que ces sociétés doivent passer par un système de gestion de la faillite. Il faut qu'elles puissent passer par là pour se débarrasser des coûts excessifs et de la dette qu'elles avaient accumulée. C'est pas ce que vous avez dit, gouverneur. Gouverneur Romney, vous n'avez pas dit que vous apporteriez de l'aide. J'ai dit qu'on fournirait des garanties de l'État. Et j'aurais pu permettre à ces sociétés de rentrer en faillite et sortir de la faillite. Et aider tout ce qu'on pouvait faire pour que cette industrie soit sur pied. Et comment dire que je veux liquider cette industrie? Mais non, c'est de l'imbécilité. On ne peut pas dire une chose comme ça. Dire que je veux liquider cette industrie. Non. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un engagement pour nous assurer que nos industries dans ce pays peuvent être compétitives, réussir. Nous pouvons être en compétition avec qui que ce soit dans le monde et on le sera. Nous devons avoir un président qui ne pense pas que l'investissement gouvernemental dans des sociétés comme Tesla et Fisker, non, c'est pas de la recherche, Monsieur le Président. Le gouvernement investit dans des entreprises, investit dans Solyndra. C'est pas de la recherche fondamentale. Moi, je veux investir dans la recherche. La recherche, c'est fantastique. Fournir des fonds, des budgets aux universités, mais investir dans des entreprises, absolument pas. C'est la mauvaise voie. Donc moi, je veux m'assurer que nous rendrons l'Amérique plus compétitive et que nous fassions les choses qui rendent l'Amérique l'endroit le plus attrayant pour les entrepreneurs, les innovateurs, pour que les affaires puissent grandir. Mais investir dans les entreprises, ça ne le fait pas. C'est moins probable pour que les investisseurs viennent ici parce que le secteur privé ne va pas investir dans ces sociétés si vous donnez plus d'argent dans ces sociétés-là. N'importe qui peut vérifier ce que vous avez dit. Gouverneur Romney, sans cesse, vous essayez de balayer l'histoire. Vos propos ont été clairs. Vous avez dit que vous n'apporteriez pas d'assistance aux fabricants de voitures, même en faillite. Donc, vous avez tort. Non. Vous avez tort, Monsieur le Président. Ce que je dis est vrai. On vérifiera ce que vous avez dit dans le passé. C'est vrai que pour être concurrentiel, il faudra réaliser des choix intelligents. Ce n'est pas intelligent de réduire le budget de l'éducation. Réduire les investissements en recherche et en technologie, ce n'est pas un choix intelligent. On ne sera en rien plus concurrentiel avec la Chine en faisant cela. Réduire notre déficit en rajoutant 7 000 milliards de dollars de réduction fiscale et de dépenses militaires, dont nos militaires ne veulent pas, avant même d'arriver au niveau de dette actuel, c'est pas ça qui va nous rendre plus concurrentiels envers la Chine. Voilà le genre de choix auquel on est confronté. Il nous faut un code fiscal qui récompense les sociétés qui investissent aux États-Unis plutôt que celles qui délocalisent. Et moi, je voudrais être clair sur une chose. Après une décennie au cours de laquelle on a assisté à une délocalisation des emplois, personne qui ne défendait les ouvriers américains, eh bien aujourd'hui, on réalise des progrès, mais on ne peut pas revenir en arrière et mener les politiques d'antan, politiques qui nous ont mis dans des situations si difficiles. C'est pourquoi il a fallu avancer, et c'est ce que nous avons fait. Je suis d'accord pour aller de l'avant, mais je ne peux pas revenir sur les 4 ans passés. La politique des 4 années écoulées ont vu les revenus américains décroître pendant 4 ans et de plusieurs milliards de dollars pendant votre présidence. Il y a des millions d'Américains qui luttent, qui se battent pour avoir du travail. Il y a 7 millions d'Américains qui sont aujourd'hui, qui vivent grâce à l'aide sociale. Il y a 16 000 milliards de dollars d'aide. Vous avez dit qu'il y aurait 5,4% de chômage. Nous sommes à 9 millions d'emplois de ça. J'ai rencontré des gens à Appleton, dans le Wisconsin. J'ai rencontré une jeune femme à Philadelphie qui ne trouve pas de travail en sortant de l'université. J'ai rencontré des gens qui pleurent
parce qu'ils ne peuvent pas trouver de travail. C'est une tragédie dans une nation aussi prospère que la nôtre, que ces 4 dernières années aient été tellement dures. Et c'est pour ça que c'est tellement critique. Est-ce que l'on veut que l'Amérique soit à nouveau l'endroit le plus attrayant du monde pour construire, pour croître l'économie? Et ça ne se produira pas en engageant des enseignants. J'adore les enseignants. Moi, j'aime beaucoup des enseignants. Mais j'aime pas que le gouvernement fédéral nous enfonce ou s'enfonce de plus en plus dans la direction de nos écoles. Non, mais j'aime bien les enseignants, mais je veux qu'il y ait un secteur privé qui croisse. Je crois qu'on aime tous les enseignants. Merci beaucoup, messieurs, pour un débat très vigoureux. Nous sommes à la fin de ce débat. C'est maintenant la déclaration de clôture, de fin de débat. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Bob. Vous avez assisté à 3 débats, des mois de campagne et bien trop de publicité à la télévision. Et maintenant, vous avez le choix. Au cours des 4 dernières années, nous avons réalisé de véritables progrès pour nous extraire de politiques qui nous ont mis dans des déficits énormes, la crise économique la pire depuis la Grande Dépression et 2 guerres interminables. Le gouverneur Romney veut nous ramener vers ces politiques. Une politique étrangère injuste, des politiques économiques qui ne vont pas augmenter les emplois, qui ne va pas réduire le déficit et le gouverneur Romney veut que les gens qui sont au haut des entreprises ne respectent pas les lois comme tous. Moi, je veux des forces et j'ai mis en place un plan pour que le pays se réindustrialise en récompensant les sociétés et les PME qui investissent ici, aux États-Unis, et qui ne délocalisent pas. Je veux m'assurer que nous ayons le meilleur système d'éducation au monde, tout en retenant nos ouvriers pour les emplois de demain. Je veux maîtriser notre propre énergie en développant le gaz naturel et le pétrole, mais aussi les énergies du futur. Oui, je veux réduire notre déficit en réduisant les dépenses dont on n'a pas besoin, mais en demandant aussi aux riches de contribuer davantage. Ainsi, nous pourrons investir dans la recherche, la technologie, qui constitue la clé de l'économie du XXIe siècle. En tant que commandant en chef des armées, je maintiendrai les forces militaires les plus importantes au monde et je garderai la foi en nos troupes à l'encontre de ceux qui nous veulent du mal. Mais après une décennie de guerre, je crois que nous reconnaissons tous que nous devons bâtir notre nation ici, sur notre territoire, construire nos routes, nos ponts, et nous devons porter attention à nos anciens combattants qui ont fait tant de sacrifices pour notre liberté. Nous avons vécu une période difficile, mais nous savons rebondir parce que nous avons le caractère, parce que nous sommes solidaires. Et si j'ai le privilège d'être président pendant encore 4 ans, je vous promets que j'écouterai toujours votre voix et je me battrai à votre côté et je travaillerai d'arrache-pied chaque jour pour que l'Amérique soit la plus grande nation au monde. Merci. Merci, Bob, Monsieur le Président. Ceux qui sont présents ici à l'Université de Lynn. Je suis optimiste quant à l'avenir. Je suis excité quant à nos perspectives en tant que nation. Je veux voir la paix. Je veux voir une paix croissante dans ce pays. C'est un objectif. Nous avons l'occasion d'avoir un véritable leadership. L'Amérique aura ce leadership et promouvra des principes de paix pour que le monde soit une place plus sûre et que les gens de ce pays aient plus confiance en leur avenir, un avenir sûr. Je veux m'assurer aussi que cette économie progresse. Et il y a 2 voies que l'économie peut prendre. Une voie représentée par le président, qui, après 4 ans, nous avons 20 000 milliards de dettes. Nous nous dirigeons vers la voie de la Grèce. Moi, je veux revenir à un budget équilibré. La voie du président, c'est du déclin. Je veux m'assurer que nous allons nous retourner vers la croissance. La voie du président signifie 20 millions de gens au chômage. Moi, je veux que les gens reviennent au travail avec 12 millions de nouveaux emplois. Je veux m'assurer que les gens auront de l'aide sociale, non pas en ayant de l'aide sociale directement de la main à la main, mais en ayant des emplois. Il faut qu'il y ait un président qui puisse travailler de côte à côte. Moi, j'étais dans un État où il y avait 87% de démocrates précédemment. J'ai su m'en débrouiller. Il faut arriver à Washington. Washington s'est cassé. Je sais ce qu'il faut faire pour que le gouvernement, pour que l'État soit reconstruit. Je sais ce qu'il faut, je sais ce qui est nécessaire. Nous avons été bénis parce que nous avons une nation qui est libre et nous avons fait des contributions à ces générations. Nous avons une torche que le monde entier voit, une torche de liberté. C'est notre
tour de prendre en main cette torche. Je suis convaincu qu'on va pouvoir le faire. Il faut un leadership fort et je veux être ce leader avec votre soutien. Je travaillerai avec vous. Je vous dirigerai dans une façon ouverte et honnête. Je demande votre vote. Je souhaite être le prochain président des États-Unis pour aider cette grande nation et nous assurer que tous ensemble, nous maintenions l'Amérique comme l'espoir de la Terre. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Cela nous amène à la fin de ce débat. Nous remercions l'Université de Boca Raton et les étudiants et ça vous rend fort.